Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette webconférence pour introduire le sujet, quelques mots pour vous parler un petit peu de l'actualité. Donc, J-200, c'est le nombre de jours ouvrés qui nous reste entre aujourd'hui et le 1er septembre 2026. C'est le nombre de jours qui nous sépare de la mise en place de la réforme de la facture. Et on a souhaité aujourd'hui faire un zoom particulier sur cette réforme, non pas sur les cas d'usage, non pas sur les plateformes agréées que vous devez sans doute toutes connaître assez bien, mais sur le sujet de la préparation des données. On voit beaucoup de conférences sur cette thématique de la réforme et on voyait moins de sujets autour de la gestion des données. Les données sont les référentiels sociétés que sont intégrés dans vos ERP, dans vos systèmes comptables. La réforme est une réforme importante aussi autour de la gestion de l'annuaire du portail du public des facturations. Donc, si on veut s'assurer que ces factures arrivent à bon port au 1er septembre, encore faut-il prendre soin de sa donnée. Ça va être tout l'enjeu, tout l'objectif de cette webconférence que j'ai le plaisir d'animer avec deux personnes, deux experts reconnus. Bertrand Martini, qui est un de nos leaders chez Fluxim sur la réforme de la facture. Bienvenue Bertrand et ravi d'animer cette conférence avec toi. Oui, bonjour à tous. Merci Christophe. Voilà, et deuxième expert, un partenaire de référence, Michel Magistrello, président de CBC Développement, qui est notre partenaire sur tout ce qui est data cleansing, mise aux normes des référentiels. Donc, il y a un sacré background sur le data cleansing. Merci à toi, Michel, aussi de ta présence et ravi d'animer cette conférence avec toi. Merci et bonjour à tous. Merci beaucoup Christophe pour cette invitation. Je suis enchanté également. Bon, voilà, maintenant que les présentations sont faites, je serai moi-même l'animateur de cette conférence. Je suis directeur du développement de Fluxim depuis maintenant 8 ans et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence et de faire interagir Bertrand et Michel autour de différentes thématiques. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, quelques mots déjà sur la plateforme que vous utilisez, que vous avez sous les yeux, qui s'appelle Livestorm, donc qui est un outil de webconférence. L'ensemble de la conférence sera enregistré. Vous recevrez le replay à l'issue de cette réunion. N'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un onglet prévu à cet effet, l'onglet questions en bas à droite. Donc, n'hésitez pas, on fera un temps dédié à la gestion des questions en fin de conférence. Et vous avez un onglet de chat pour interagir avec nos administrateurs. S'il y a le moindre problème technique, n'hésitez pas, l'onglet de chat prévu à cet effet. Peut-être juste nous mettre un petit commentaire dans la partie chat, que tout le monde est bien connecté, que le son est correct. Dites-nous un petit OK, ça permettra de valider que vous nous entendez bien. Vous êtes très nombreux. Donc, un petit message OK permettra de voir que tout le monde est connecté. Voilà, c'est parfait. Et merci pour vos nombreuses participations. On est quasiment plus de 100 personnes aujourd'hui, si le compte est bon. Donc, on aura également de l'interaction entre nous. Dans cette conférence, on aura 2 sondages où on va vous demander votre état d'avancement sur la réforme et également vous demander quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Ça permet aussi d'échanger, de créer un peu d'interactivité entre nous dans cette conférence. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'agenda, c'est le suivant. 3 temps forts. On va vous partager avec Bertrand dans quelques secondes les dernières actualités toutes fraîches de la réforme. Il y a eu des nouveaux éléments qui sont sortis récemment du gouvernement. Donc, on va partager avec vous ces dernières informations. On va ensuite faire le zoom sur pourquoi finalement la donnée est importante, de manière à bien mesurer quels sont les risques, quelles sont les contraintes, quelles sont les conséquences d'une mauvaise donnée, d'une mauvaise qualité de données. Donc, ce sera le deuxième temps fort. Et troisième temps fort, avec Michel, on va vous apporter un éclairage sur finalement comment mettre sous contrôle cette qualité de données, sachant que les organisations que vous êtes avaient beaucoup de données. On parle souvent de dizaines, voire de milliers de référentiels clients-fournisseurs. Donc, c'est vraiment une science de mettre aux normes ces référentiels. Donc, ça sera l'objet de cette troisième partie de réunion. Et dernier temps de questions-réponses. Donc, l'onglet questions permettra de recenser toutes vos questions. Vous pourrez aussi voter sur les questions, donc n'hésitez pas à interagir de manière à ce qu'on puisse focaliser sur les questions qui vous paraissent essentielles. Alors,
Question rapide, sondage rapide qu'on vous diffuse à l'écran dans quelques secondes pour mesurer un petit peu l'avancement de cette réforme dans vos organisations. Ça permettra aussi de définir avec vous le niveau d'avancement et de faire un petit sondage rapide sur la population. Donc, vous avez juste à cliquer sur votre état d'avancement pour remettre le vote en place. Je vous laisse remplir les sondages. Voilà, et vous pouvez afficher en temps réel les sondages. Donc, vous voyez, sur une population d'environ 110 participants à un webinar, on a quasiment 35% qui sont déjà en train de déployer la solution, hein, donc notamment les solutions de plateforme agréée, gestion de factures. On a la même proportion qui ont déjà identifié de solutions, mais qui apparemment n'ont pas forcément déployé le projet. Et on a quasiment 30% qui n'ont pas démarré ou qui ont démarré la réflexion. Donc, quasiment un tiers, un tiers, un tiers. Donc, ça montre qu'on a différents stades de maturité sur ces réformes. En tout cas, vous verrez que notre message d'aujourd'hui, c'est le maître mot, c'est anticipation à 200 jours ouvrés. C'est rapide, surtout qu'on a les vacances d'été entre ces deux laps. Donc, la réforme, c'est vraiment maintenant, en tout cas en termes de préparation. Merci d'avoir joué le jeu sur le sondage. Alors, première question pour toi, Bertrand, sur qu'est-ce qu'on doit savoir, quelles sont les dernières actualités que tu as pu recenser, toi, au sein de la DGFiP, AFNOR et du gouvernement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, merci Christophe. Donc, pour un peu parcourir la roadmap qui reste jusqu'au 1er septembre 2026, donc plus récemment cet été, en juin, il y a eu l'ouverture en production du service d'annuaire qui fait suite en fait à la fin d'une première vague de tests avec l'annuaire des différentes PA en immatriculation provisoire. Il y a aussi eu en juillet, un mois après, une republication des spécifications de cas d'usage AFNOR, Z12014. Et en parallèle, donc plus récemment, au mois d'octobre, le service de déclaration au portail public de facturation a été ouvert en phase de test. C'est une phase QA. Donc, les PA, en fait, majoritairement, qui ont déjà passé et terminé leur phase de test avec l'annuaire, sont en cours de test avec le portail public de facturation pour tester si la partie déclaration fonctionne correctement. Et en fait, ça marque le début de la levée des immatriculations provisoires qui doit se terminer d'ici la fin de l'année. Sachant que certaines PA, et on va le voir après, toutes les PA ne sont pas au même stade d'avancement dans leur immatriculation définitive. Il y a aussi eu, et la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, une republication des spécifications fonctionnelles sur le site impôts.gouv. Donc, ces spécifications fonctionnelles 3.1, en fait, globalement, la mise à jour a surtout été au niveau du nom. Je vous en parle juste après, mais il y a eu des mises à jour sur le nommage des différents organes de cette réforme. En février 2026, donc, et d'ici là, on attend aussi une republication des normes de l'AFNOR concernant les cas d'usage et également concernant les formats de factures et les données attendues. Donc, on ne sait pas exactement la date auquel elles vont être publiées, mais ça doit se faire d'ici 2026. Et en février 2026, le service de déclaration qui est actuellement en phase de test devrait passer en production. Et donc, potentiellement, à partir de février 2026, pour ceux qui sont déjà bien avancés dans leur projet d'implémentation de PA, on devrait pouvoir mener à bien tous les tests tels quels. Et donc, on a remis ici, septembre 2026, la fameuse date d'obligation d'émission et de réception pour les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes, et l'obligation de réception pour toute entreprise assujettie. Très bien, merci Bertrand. Alors, on a atteint le PNR. Le PNR, c'est le terme qui a été utilisé par l'administration fiscale récemment. Le PNR, c'est le point de non-retour. Quand un avion décolle, il y a un point qui est à partir du moment où on ne peut plus revenir en arrière. Sur la réforme, c'est le message que nous, on a reçu.
Donc, sur toutes les éventuelles rumeurs de décalage de la réforme, je pense que ça a fini de tuer ce sujet. On est vraiment lancé sur cette dynamique-là. D'autres éléments, Bertrand, que tu as pu remonter? J'ai cru comprendre qu'il y avait une simplification autour du reporting sur les dernières actualités à partager également. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le e-reporting, c'est un peu la particularité de cette réforme française, si on devait se comparer à nos pays européens voisins. C'est le segment en fait de déclaration pour les opérations de B2B international et de B2C, de vente avec des clients particuliers. Et donc, ce qu'on observe, c'est que sur la note qui a été communiquée par le ministère de l'économie et des finances, c'est qu'ils vont vers une simplification de cette partie-là. Il doit y avoir d'autres republications sur ces simplifications, comme je disais, d'ici la fin de l'année. En tout cas, aujourd'hui, parmi ces simplifications, on peut noter une suppression de l'obligation de préciser le détail des lignes sur des factures entrantes à l'international. C'était un vrai problème qui avait été remonté par plusieurs entreprises qui parfois reçoivent des factures de l'étranger avec pas forcément tout le détail nécessaire vis-à-vis de la réforme. Donc, c'est plutôt un soulagement, cette partie-là. Et il y a aussi une suppression de l'obligation de transmettre le nombre de transactions dans le e-reporting vis-à-vis du B2C, du client, du commerce avec client particulier. Ça, pareil, on a pu voir, et ça a été remonté souvent, que les données à partir des tickets de caisse ou des systèmes d'encaissement ne précisaient pas toujours le nombre de transactions. Donc, ça a aussi été vu comme un soulagement. Voilà, pour faire un petit détail sur deux simplifications. La liste est plus longue, bien sûr. On vous invite à consulter vraiment cette note dans l'attente de la prochaine communication sur le e-reporting. Donc, sinon, j'en parlais juste avant, avec les spécifications fonctionnelles 3 points. Il y a eu ce fameux remplacement de terminologie. On ne parle plus de PDP, on parle maintenant de plateforme agréée, de PA. Il faut savoir aussi, pour les opérateurs de dématérialisation, ils ont été renommés aussi. Ça s'appelle désormais solutions compatibles, donc SC, si jamais vous croisez ce terme. Voilà. Donc, sinon, pour terminer sur les dernières actualités de la réforme, sans surprise, ça avait été déjà dit oralement par la DGFiP, mais Chorus Pro devient officiellement la PA de l'État. Donc, désormais, l'échange de factures avec le gouvernement pour le B2G se fera avec Chorus Pro, tel que ça se fait avec n'importe quel PA d'un client ou d'un fournisseur du domaine privé. Et enfin, dans les dernières actualités aussi, il y a eu une mise à jour des amendes des pénalités et la création d'une nouvelle pénalité pour défaut de choix d'une PA au 1er septembre 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est que les amendes ont été revues à la hausse, leur plafond aussi. Pour vous donner quelques exemples, on est passé de 15 à 50 euros par facture pour l'assujetti et ou la plateforme qui ne respecterait pas leurs obligations en matière d'émission de facture ou de transmission pour l'APA. Et aussi une amende qui est passée de 250 à 500 euros en cas d'absence de transmission d'e-reporting. Voilà, les plafonds ont été revus, ont été doublés aussi globalement. Donc, il prévoit que les plafonds acceptent plus de retard de facture. Super, merci Bertrand. Alors, ça répond en partie à une question qui a été posée. Va-t-on avoir un délai supplémentaire pour cette réforme? Je pense que la question a été répondue de fait dans ces premières présentations. On n'a aucun décalage de la réforme et au contraire, on a une dynamique qui est lancée et un respect et timing qui va être fort. Et des respects des échéances du 1er septembre ne sont pas du tout challengés par le gouvernement, bien au contraire. Alors, sur les éléments, tu as évoqué la notion de plateforme, les PDP, ex-PDP, maintenant les plateformes agréées. Et peut-être quelques mots sur où est-ce qu'on en est sur cette homologation, certification, Bertrand? Oui, alors juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ce qui est certain, c'est que
je ne pense pas qu'il va y avoir de report supplémentaire de la réforme. Pour avoir discuté et échangé avec la DGFiP ainsi que la FNFE, ce qui est certain, c'est qu'au 1er septembre, il y aura pas mal de problèmes. Donc, sur les premiers mois, l'administration cherche à se montrer tolérante envers ceux qui font des efforts, ceux qui ont choisi des PA, qui tentent et d'appliquer la réforme. Donc, on vous invite vraiment à choisir une PA au moins d'ici le 1er septembre et à avoir démarré un projet parce qu'ils se montreront plus tolérants envers les gens qui ont démarré, c'est certain. Donc, pour le procédé, pour faire l'état sur l'homologation, donc aujourd'hui, on a 115 et non 111. Ici, c'est écrit 111, mais c'est 115, qui sont des plateformes en immatriculation sous réserve. Parmi ces 115, il y en a à peu près les 3/4 qui sont déjà en qualification, donc c'est-à-dire qui ont déjà démarré en fait les phases de test avec le portail public de facturation et avec l'annuaire. Et ce qu'on peut observer, c'est que quasi la plupart de ces plateformes qui sont déjà en qualification ont déjà réussi ces tests, en fait, sont déjà donc en production. Et parmi celles qui sont en production, certaines, lors de l'initialisation de l'annuaire, ont déjà déclaré s'occuper de certaines entreprises, enfin, être PA pour le compte de certaines entreprises. Voilà. Voilà pour faire un peu l'état des lieux. Ce qu'on observe vraiment ici, c'est que toutes les PA ne sont pas au même stade de l'immatriculation définitive. Donc, on vous invite à vous renseigner quand vous choisissez votre PA sur où en sont ces phases de test. Merci Bertrand pour cette actualité très claire. En tout cas, on comprend un petit peu les prochaines étapes et les prochains enjeux autour de cette réforme. Alors, deuxième temps fort de notre réunion pour rentrer un peu dans le détail sur finalement qu'est-ce qui est important dans cette donnée. Deuxième question pour toi, Bertrand, c'est si on devait résumer en quoi cette donnée est importante, qu'est-ce que tu pourrais apporter à nos participants? Ah oui, bah c'est bien l'enjeu de ce webinaire aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de l'importance de la qualité de la donnée? C'est parce qu'on s'est aperçu au cours des projets qu'en fait, en partant de la mise en conformité, et ici c'est bien l'objectif pour vous et pour toutes les entreprises, cette mise en conformité en fait passe par une mise en place des flux, donc les flux de facture, mais aussi bien les flux de déclaration au portail public de facturation. Donc ces différents flux qui vont permettre votre mise en conformité. Ils doivent respecter en fait vos process de facturation. Alors, je m'explique. Les process de facturation qui sont en place dans votre entreprise, il va falloir identifier les cas d'usage, les fameux cas d'usage qui correspondent à ces process. Et chaque cas d'usage a un circuit et un schéma de flux qui lui est propre, en fait. Donc, là, globalement, il y a un schéma commun, mais il y a des spécificités pour chaque cas d'usage. Donc, à partir de la liste des cas d'usage, vous allez pouvoir définir l'architecture et le schéma des flux à mettre en place. Mais pas que. Les cas d'usage, chaque cas d'usage aussi, on attend un certain nombre de données qui sont obligatoires, nécessaires pour ce cas d'usage, nécessaires pour être en conformité, mais aussi pour que votre PA puisse identifier le cas d'usage qui est en cours et appliquer donc les bons flux. Et de ces cas d'usage, je disais, découlent des données. Et donc, c'est bien là le cœur de ce que on vous expose aujourd'hui, c'est que ces données, elles sont attendues avec un certain format et aussi avec un certain nombre de règles associées. Pour ceux qui ont déjà démarré, on appelle ça les règles de gestion et elles sont nombreuses. Très bien. Justement, si tu devais résumer quelles seraient les actions à mener pour assurer cette qualité de données, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, dans les actions à mener, donc là, on parlait beaucoup d'identification, donc c'est vraiment la première étape. C'est l'étape aussi où vous avez besoin d'être accompagné par la personne qui intègre chez vous la solution de PA.
C'est une étape où en fait on va exposer la donnée attendue, dresser ces listes de données et définir les valeurs que doivent prendre ces données. Donc, une fois qu'on a identifié ces données, la balle va passer plutôt de votre côté. Il va falloir aller chercher et localiser la donnée qui va correspondre, la donnée que vous allez pouvoir communiquer pour votre facture. Donc, une fois que la donnée est localisée et trouvée, il y a un deuxième travail à faire et c'est un peu le cœur du problème souvent, c'est évaluer la qualité de cette donnée. Alors, évaluer la qualité de cette donnée, c'est un terme assez global. Ce qu'il faut savoir, c'est savoir dans quelle forme en fait est votre donnée. Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'il vous en manque? Et donc, de là, en fait, vous allez peut-être devoir procéder à des transformations de données, à des transcodifications de données, parce que, comme on le voit dans la réforme, hein, il y a beaucoup de données qui sont attendues sous forme de code. Alors, pour vous donner quelques exemples, dans les conditions de paiement, vous allez avoir pour le mode de paiement, de virement, vous allez avoir un code qui s'appelle TRF, ou encore pour l'unité de mesure, pour indiquer que vous comptez les quantités en unités. Il va falloir communiquer un code qui est C62. Vous allez aussi avoir pour le type de document des codes. Typiquement, une facture, le code, ça va être 380. Un avoir, ça va être 380. Ce genre de choses, c'est un travail à mener avec celui qui intègre la solution chez vous. C'est savoir après aussi les capacités de la PA que vous avez choisie. Est-ce qu'ils sont capables de porter cette transformation de la donnée, de porter cette transcodification de données? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'impact chez vous, il y aura très certainement des champs supplémentaires à ajouter dans vos systèmes, dans votre ERP ou dans votre système de facturation pour pouvoir être en conformité et fournir toutes les données nécessaires de la facture. Et on a mis aussi un point à propos des référentiels. Pourquoi? Parce que la qualité de vos référentiels va aussi beaucoup dépendre la qualité de vos échanges de factures. Donc, vis-à-vis du référentiel fournisseur, un bon référentiel fournisseur va vous garantir un bon routage des factures si vous avez plusieurs systèmes qui traitent des factures entrantes. Je vous donne un exemple. On a très souvent des clients qui viennent nous voir et qui nous disent, moi, j'ai 3 systèmes différents qui gèrent les factures fournisseurs. Le problème, c'est qu'il va falloir déterminer vers quel système doit être routée la facture, en fait. Et pour ce faire, généralement, on passe par un référentiel fournisseur qu'on va associer en fait à chaque système et qui va permettre le bon routage des factures. Très souvent, on s'aperçoit qu'il y a des doublons chez ces fournisseurs ou que les fournisseurs sont dans plusieurs systèmes, d'où l'importance en fait vraiment d'établir correctement le référentiel pour pouvoir se baser dessus afin de router les factures. Pareillement pour les clients, et c'est un peu lié aux données d'annuaire, je vais vous en parler juste après, la bonne distribution des factures va pouvoir se faire uniquement si votre référentiel client est complet et qu'il n'y a pas de doublons et ce genre de choses. Donc, très clairement, comme pour votre donnée, il va falloir que vos référentiels soient de bonne qualité. Et je parlais du référentiel client et il va falloir qu'il soit enrichi, ce référentiel également, par les données d'annuaire, puisque quand la facture va être reçue dans votre PA, il faut déjà qu'elle comporte le destinataire avec la ligne d'annuaire du destinataire. Et donc, très souvent, ce qu'on recommande aux entreprises, c'est d'échanger avec ses clients avant le 1er septembre, afin de savoir aussi du côté de vos clients sur quelle ligne d'annuaire il faut envoyer vos factures. Puisque si votre client crée plusieurs lignes d'annuaire, vous n'avez aucun moyen de savoir sur quelle ligne d'adressage il faut envoyer cette facture. Nous, le mot d'ordre, globalement, qu'on communique à nos clients et aux gens chez qui on implémente la PA, c'est de garder une certaine simplicité dans les lignes d'annuaire. On vous invite fortement à ne pas créer de nombreuses lignes ou en tout cas
à créer uniquement les lignes qui sont vraiment nécessaires à votre gestion des factures, parce que qui dit plus de lignes dit forcément plus de difficultés à identifier le destinataire et aussi plus de difficultés en fait et vous allez rencontrer des difficultés si la facture n'arrive pas au bon endroit, vous vous exposez à des rejets de facture. Et on passe d'ailleurs, j'en profite pour passer sur les conséquences d'une mauvaise qualité de la donnée. Donc les conséquences, j'en parlais juste avant, donc c'est vous vous exposez à un rejet ou un refus de facture. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la ligne d'adressage de votre client est mal enregistrée dans votre référentiel, quand vous allez faire parvenir votre facture dans l'APA va consulter l'annuaire pour voir si la ligne d'adressage indiquée est bien existante. Si elle n'est pas existante ou si elle n'est pas correcte, votre facture va être rejetée avant même d'être envoyée par l'APA. Et en face, si vous l'envoyez sur la mauvaise ligne à votre client peut très bien choisir de la refuser également. Donc, on s'expose notamment à des multiples émissions d'avoir. Ça complique également les délais de paiement, puisque si la facture du côté de votre client arrive au mauvais endroit, du coup, il va mettre plus de temps à la traiter, très certainement. Et puis aussi, potentiellement, si vous n'arrivez pas du tout à transmettre vos factures, des applications de pénalités ou d'amendes pour non-transmission de factures. Et l'insatisfaction, bien évidemment, de vos clients et de fournisseurs parce que ça complique l'échange de factures. Voilà pour les conséquences d'une mauvaise qualité de la donnée. Christophe, je vais te laisser reprendre la parole. Oui, c'est très clair. En tout cas, on voit bien l'importance de cette concordance d'informations entre l'annuaire du portail public de facturation et ses référentiels. C'est là que le nœud du problème va se situer. Alors, avant qu'on rentre dans justement les solutions pour mettre aux normes vos référentiels, pour nettoyer les référentiels passés, existants et aussi maintenir l'information dans le temps, un sondage rapide qu'on vous propose à l'écran pour justement partager sur vos difficultés, si tant est qu'il y en a, sur la gestion des référentiels fournisseurs et clients, qui sont les deux pivots. On vous laisse soumettre votre vote et on pourra partager les résultats en temps réel. Merci encore pour vos nombreuses participations. Voilà, vous pouvez remplir le sondage en live. Donc voilà, dans les résultats qu'on voit qui affichent en temps réel, on voit qu'une très grosse proportion des difficultés, c'est des données manquantes. Ça, c'est ce qu'on constate de nombreuses fois dans les projets, notamment sur les sirettes, qui sont des informations clés, ou même les sirènes. Ça, c'est des données qui sont souvent manquantes. Des données en doublon. On estime entre 10 à 15% le volume de doublons sur une base de données client ou fournisseur. Donc, c'est dire la difficulté qu'il peut avoir. Données peu fiables, on a quasiment 20% des répondants qui ont en effet peut-être un doute sur est-ce que l'information est fiable, est-ce que ce qui a été créé il y a 5, 6 ans, 3 ans est toujours d'actualité. Et enfin, on voit qu'il y a 15% des répondants qui parlent de données issues de sources hétérogènes. C'est aussi une difficulté qu'on rencontre où on a, dans certaines organisations, plusieurs référentiels fournisseurs, plusieurs référentiels clients qui peuvent encore multiplier la complexité. Merci pour ces résultats, toujours intéressant de partager sur vos difficultés. Alors, on a pas mal de questions qui sont arrivées. On va y répondre juste à la fin de la présentation. Merci en tout cas d'interagir avec nous. N'hésitez pas à l'onglet questions. On y répondra à la fin à l'ensemble de toutes les questions qui ont été posées. Alors, je vais me tourner dans quelques secondes vers Michel pour justement, une fois qu'on a parlé des enjeux de cette donnée dans la réforme, une fois qu'on a évoqué les difficultés qu'il y a dans les sociétés de maintenir un niveau de qualité, je vais te poser une première question, Michel, sur finalement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou quels sont les pièges à éviter pour la gestion d'un référentiel ou d'une qualité optimale? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, des pièges, il y en a beaucoup, mais pour essayer de mettre un petit peu d'ordre, on va vous présenter au moins 5 catégories d'erreurs à éviter.
La première catégorie, et je pense que c'est vraiment la base, et tout le monde va comprendre pourquoi, c'est d'obtenir les 3 données essentielles pour le même client ou la même fournisseur, le numéro de sirène, le numéro de SIRET et la clé TVA. Et surtout que les 3 soient en phase. Quand je dis en phase, c'est que, juste pour un petit rappel, le numéro de sirène, c'est le numéro à 9 chiffres qui identifie une entreprise, où qu'elle soit en France. Le numéro de SIRET rajoute 5 positions, donc on arrive à 14 positions pour identifier un établissement, c'est-à-dire l'entreprise a une certaine adresse géographique. Et ça, ce sont des numéros uniques. Le SIRET est un numéro unique. Et enfin, en France, le numéro de TVA reprend le numéro de sirène. Alors, je dis en France parce que nous sommes le seul pays à avoir choisi d'inclure le numéro d'identification nationale, c'est-à-dire le sirène, à l'intérieur du numéro de TVA. Pour l'international, pour l'Europe, les autres pays mettent des suites de numéros au hasard, donc il n'y a pas cette règle de calcul qui peut être effectuée. Donc vraiment garantir que les 3 sont en phase, c'est très important et c'est un bon début déjà. Donc quand on par rapport aux résultats du sondage, si ces informations sont vides, il faut les renseigner, donc trouver de quelle entreprise on parle. Et je dirais que par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, si une donnée est obligatoire, il faut l'avoir, donc il faut la renseigner. Mais si on l'a déjà, il faut bien penser, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que je suis sur le bon SIRET par rapport à une entreprise? Car les risques de confusion par rapport à l'immatriculation des sociétés en France est énorme. Il y a des homonymes, il y a parfois des sociétés qui multiplient le nombre de SIRET à la même adresse pour des questions juridiques, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément si facile que ça que d'identifier une entreprise. Le deuxième point sur lequel j'aurais tendance à insister, c'est de ne pas sous-estimer l'importance des adresses géographiques. Alors, effectivement, on est en pleine dans la dématérialisation. Il y en a beaucoup qui vont dire, mais on n'envoie plus de courrier, le postal, ça se fait plus, tout se fait par mail, etc. Il faut se rendre compte que obtenir une adresse géographique fiable, correcte, précise pour une entreprise, pour un établissement, c'est ce qui permet de savoir de qui on parle. Comme je le disais, le SIRET, c'est vraiment une entreprise à une adresse. Donc, si on n'a pas l'adresse, et comme les cas d'homonymie sont légion au niveau des noms de société, même un nom de société, vous avez des sociétés entre les noms de société, les enseignes, les sigles, c'est très, très difficile de faire, d'être précis et rigoureux. Et l'adresse géographique est un point, même si on ne l'utilise pas pour du courrier physique, est un point à conserver toujours dans votre base de données et à fiabiliser et à améliorer. Ensuite, le troisième point sur lequel on peut s'établir, c'est ne pas sous-estimer, ne pas ignorer que les entreprises déménagent. Et si elles déménagent, elles changent l'adresse, forcément, et donc elles changent de SIRET. Donc le SIRET attribué à un moment donné peut évoluer. Ce n'est pas une donnée qui va être inamovible, on va dire, comme un numéro de sécurité sociale ne va pas bouger au cours de sa vie. Mais là, si une entreprise déménage, son numéro de SIRET va changer. Donc ça, c'est important de les prendre en compte. De la même manière que ça n'a pas tellement d'intérêt, c'est même contre-productif que de conserver des entreprises qui ont fermé, qui sont inactives, qui sont en cessation. Et en termes de risque de se tromper de SIRET, en termes de volumétrie, pollution par la volumétrie, on aura tendance à toujours vous conseiller de faire le ménage dans vos données, et c'est la bonne occasion de dire tous les fournisseurs ou les clients qui n'ont pas été supprimés depuis 10 ans et qui sont fermés sans aucun problème, autant faire le ménage dans vos référentiels. Et le dernier point, c'est de faire quand même aussi attention, ça peut paraître la base, mais de ne pas mélanger les entreprises françaises, européennes et internationales. Ne serait-ce qu'un code pays. On voit parfois arriver des fichiers pour lesquels soit on n'a pas de code pays, soit le code pays est erroné. C'est-à-dire qu'on a des sociétés françaises avec des adresses en Italie ou vice-versa. Si on veut savoir sur quelles règles s'appuyer, est-ce que l'on peut retrouver dans les fichiers de l'INSEE l'entreprise, on a intérêt à obtenir une bonne qualification des pays, sachant que Monaco
n'est pas la France, par exemple, parce qu'il y a des erreurs très très courantes. Monaco n'est pas la France et on ne trouvera pas une entreprise domiciliée à Monaco dans les fichiers référentiels de type sirène. De la même manière que pour certains CRM, lorsqu'on parle des départements d'outre-mer et qu'ils mettent ça à l'étranger, non, le département d'outre-mer, c'est la France et on trouvera l'immatriculation de l'entreprise. Voilà. Alors, il y a beaucoup, bien sûr, d'autres règles, mais là, on a essayé de faire les, comment, les plus importantes, notamment de enrichir en numéro de sirène, SIRET, TVA, ceux qui sont manquants, Mm. fiabiliser ceux qui sont absents, dédupliquer. Le SIRET va être très utile pour Ouais. dédupliquer aussi et vérifier qu'on n'a pas 3 fois le même fournisseur dans un fichier, etc. Très clair. Bon, on a commencé par les erreurs à éviter. Alors maintenant, on va faire un petit zoom sur finalement demain, si je devais, si les participants devaient nous confier les référentiels clients fournisseurs, comment on traiterait ça, Michel, d'un point de vue mise aux normes et mise en qualité de ces référentiels? Est-ce que tu peux nous détailler un peu le process qu'on a réalisé maintenant depuis quelques années? Oui, alors on a essayé de formaliser un petit peu ce process pour que ce soit assez rigoureux et progressif. La première étape restant toujours de faire un audit des données présentes dans les référentiels. Cet audit, bah, on va mesurer justement les points, combien de SIRET sont absents, combien sont erronés, combien de fermetures, les adresses, où est-ce qu'on en est au niveau des normes françaises. Et cet audit va permettre de savoir, d'avoir un état des lieux. Pour certains, de dire bravo, ça nous est déjà arrivé, hein, Christophe, bravo, on ne peut pas faire mieux, vous êtes à 99,9% de justesse. On vous félicite pour l'implication que vous avez dans la qualité des données. Et pour d'autres, on va leur dire, là, attention, vous prenez des risques si vous ne mettez pas en place un processus de nettoyage. Et si ensuite on se rend compte de ça, on peut travailler avec vous sur un premier atelier de cadrage de la prestation et on va, pendant cet atelier, définir les extractions sur lesquelles on va travailler, définir des règles, vous expliquer aussi comment on va procéder pour nettoyer les données. Ensuite, on a l'étape de production. Ça, c'est avec nos outils qui sont des outils très, très spécialisés pour rechercher, affecter des sirettes, détecter les erreurs, corriger les fautes d'orthographe, etc. Donc, c'est vraiment le travail très, très minutieux et très technique de data cleansing. Et une fois qu'on a les résultats, on vous les présente lors d'un atelier de restitution parce que très souvent, vous allez découvrir, des fois, on a certains clients qui découvrent les anomalies dans leurs fichiers. Ils pensaient pas, ils pensaient qu'ils avaient 75% des sirettes, mais ils ne pensaient pas que dans les 75%, il y avait autant d'erreurs des sirettes qui ne correspondent pas à un nom et une adresse. On sait pas, parce qu'il y a eu des confusions à la saisie entre des homonymes, tout peut arriver. Donc, on vous présente les résultats. Après, c'est à vous de les intégrer dans les référentiels et on vous assiste après la livraison pour répondre à vos questions parce que c'est un sujet qui est un petit peu spécifique et sur lesquels vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler et on va vous aider à bien intégrer vos résultats. En effet, donc c'est vrai que c'est une étape, c'est une science très particulière, hein, le data cleansing. Je pense que tu as raison de l'évoquer, Michel. Les premières missions qu'on réalise, c'est les audits. Donc, si demain vous souhaitez qu'on rentre dans cette analyse-là, on réalise souvent les audits. L'engagement qu'on peut prendre, c'est de le faire sous 7 jours pour déjà que vous puissiez, vous, identifier les anomalies de cet audit. Nous, on l'a industrialisé de manière à ce que ce soit quelque chose qui soit déjà la prise de conscience de son niveau de qualité qui est OK, ou au contraire des niveaux de difficulté qu'il va falloir gérer dans les prochains mois. Alors, j'avais une autre question pour toi, Michel. Souvent, on parle de nettoyage de référentiel, de mise en qualité. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez commun et qu'on réalise très souvent. Après, le maintien de la qualité dans le temps est un autre sujet parce qu'on sait que par défaut, l'obsolescence est programmée hein, sur ces référentiels. Et souvent, on parle de data gouvernance, data quality. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence que tu fais là-dedans pour bien comprendre ces deux subtilités? Bien sûr. On l'a vu précédemment, la data quality, c'est une action plutôt court terme que l'on va mener sur les données, qu'on va mener sur un référentiel pour le corriger, l'améliorer, le fiabiliser, le remplir si jamais il y a des données absentes, etc. Et c'est une sous-partie, on va dire, d'une vision donnée beaucoup plus large, qui est la data gouvernance. La data gouvernance, c'est de se dire, OK,
Les données ont de la valeur, les données en data quality, il faut qu'elles soient de bonne qualité, mais pour faire ça, il faut qu'on les pilote. Et on va faire une stratégie sur du beaucoup plus long terme. Et on va aborder dans la data gouvernance des sujets qui sont connexes à la data quality, qui complètent, qui vont améliorer toute la valeur de la data dans une entreprise, mais qui ne touchent pas précisément à la qualité des données. C'est-à-dire, par exemple, pour améliorer la qualité des données, parfois, il y a des actions de formation à faire. Il suffit d'expliquer en quoi une donnée erronée peut avoir des graves conséquences, ou des conséquences, on va dire, en tout cas, sur tout un processus et un enchaînement. C'est une mission de formation. Ça ne touche pas la qualité, la donnée en elle-même, mais ça va améliorer sa qualité dans le temps. De la même manière, il y a des sujets, surtout dans cette partie-là, la traçabilité, la sécurité, l'accessibilité. On doit avoir un comité gouvernance de données qui ne dépend pas forcément que de la DSI, ça peut être plusieurs fonctions qui pilotent la donnée pour dire, attention, en termes de réglementation, telle donnée, je dois pouvoir tracer d'où elle vient et où elle va, pour des questions de conformité réglementaire. Ou l'accessibilité, par exemple. C'est-à-dire que pour que quelqu'un fasse de la donnée de qualité, il faut qu'il puisse y accéder dans de bonnes conditions et qu'il n'ait pas juste une vision partielle. Et puis, bien sûr, toute la sécurité qui est liée aux données, ça c'est un grand sujet avec quand on voit tous les tentatives de piratage et qui sont liées aux données. Donc Tout voilà, à fait. la gouvernance, c'est avoir une vision bien plus haute que le data cleansing, que la data quality, et qui est de plus en plus utilisée par les entreprises pour que la donnée soit vraiment au centre d'une préoccupation tout à fait légitime. Merci Michel pour cette contribution. On voit bien qu'il y a le sujet de nettoyer le stock de données hein, qui est déjà présent et après de prendre soin de l'avenir et de maintenir ce niveau de qualité qui fait plutôt appel à la data gouvernance. En tout cas, très très clair tes propos là-dessus. Pour respecter le timing de la conférence, on va prendre les questions. Pas mal de questions ont été posées sur l'onglet, donc je vais les prendre une par une. Donc, on a déjà répondu sur le délai supplémentaire. Malheureusement, nous, on n'a pas eu écho de nouveaux délais. En tout cas, on est bien parti pour un respect des échéances avec, comme l'évoquait Bertrand, une tolérance peut-être sur l'application sur les sociétés qui ont montré quelque part l'intention et qui ont déjà démontré les premières actions de mise en conformité ou de prendre le chemin de mise en conformité. Alors, une question d'un monsieur qui concerne l'augmentation des amendes était dans le PLF 2026, n'est-ce pas? Je pensais que cet amendement avait été rejeté. Est-ce que Bertrand, tu as l'information là-dessus? Alors oui, effectivement, la communication de l'augmentation des amendes, c'est dans le PLF 2026 à l'article 28. Donc pour le moment, comme on le sait dans l'actualité, le PLF n'a toujours pas été validé. Hein, ils sont toujours en train de rejeter plusieurs articles. Donc il n'a pas été voté, mais en tout cas, je n'ai pas vu passer dans l'actualité. On ne m'a pas communiqué non plus comme quoi l'article 28 posait de problème. Donc a priori, s'ils finissent par s'entendre et à passer le PLF 2026, on devrait avoir l'article 28 tel qu'il est aujourd'hui, ouais, avec les amendes augmentées que j'évoquais précédemment. Très clair. Autre question dans le même registre. Sera-t-on obligé en septembre 2026 d'envoyer nos factures B2G, donc vers le gouvernement, administration, via notre plateforme à l'APA Chorus Pro, ou peut-on continuer d'envoyer sur Chorus Pro comme actuellement? Alors, à partir du 1er septembre 2026, Chorus Pro reste disponible tel qu'il est actuellement. Par contre, ce sera une utilisation différente parce que le portail Chorus Pro va attendre des factures au format électronique, donc dans un des 3 formats de la réforme, à savoir UBL, C2I ou FactureX. Et en fait, c'est prévu aussi parce que certaines entreprises ne seront pas encore en obligation d'émettre par leur PA les factures. Donc, il y a encore la possibilité de déposer manuellement les factures, mais par contre avec le format réclamé par la réforme. Voilà. Oui. On avait une question qui rejoignait le routage des factures dans le cas d'envoi de factures à ses clients. Est-ce que tu peux nous expliquer, Bertrand, les raisons qu'une société ferait de créer plusieurs lignes d'annuaire? Ah bah ça, après, on va dire qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans leur process et dans leur manière de fonctionner qui reçoivent des factures sur différentes adresses mail, hein, dans différentes bannettes en fait.
Et très clairement, on rencontre beaucoup d'entreprises qui souhaitent continuer avec ce fonctionnement et donc avoir 4 lignes pour avoir 4 bannettes. Alors, il faut vraiment chercher à justifier ces lignes, voir s'il n'est pas possible de faire autrement, mais c'est un exemple qui pourrait justifier d'avoir plusieurs lignes de la même façon qu'en fait, si une entreprise a plusieurs sirettes, chaque entreprise aura sa propre ligne avec le sirette qui lui correspond. Donc, on peut avoir au sein d'un même sirène plusieurs sirettes et donc au sein d'un même sirène plusieurs lignes d'annuaire. Voilà. Ok. Alors justement, sur le sujet du sirène, dans la version des spécifications, il était prévu que si le numéro de sirette n'était pas valide, la facture soit routée sur le sirène. Est-ce que tu as de l'information sur ce mécanisme? Est-ce que c'était supprimé, toujours d'actualité? Alors, en fait, je pense que là, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais ce qu'il faut savoir avec l'annuaire, c'est qu'il existe plusieurs niveaux de mailles. En fait, le niveau principal, c'est le sirène. C'est-à-dire qu'au moins toutes les entreprises qui sont enregistrées dans le répertoire de l'INSEE ont une ligne avec leur sirène, à minima. Après, donc, comme je disais, si cette entreprise dispose de plusieurs sirènes, quand l'annuaire a été initialisé, on aura plusieurs lignes, donc avec le sirène associé et le sirette également correspondant. Il y a d'autres encore mailles possibles qui vont permettre d'augmenter le nombre de lignes. Il va y avoir, par exemple, le suffixe. Le suffixe, c'est un champ numérique qui va permettre de créer plusieurs lignes. Donc, on pourrait très bien avoir, par exemple, une entreprise A qui a un sirène A qui crée 3 lignes avec 3 suffixes différents, mais sur les 3 lignes, il y aura toujours le sirène et on verra les 3 suffixes différents. En fait, à chaque fois qu'une maille supplémentaire s'ajoute, on est obligé de créer une nouvelle ligne. Je ne sais pas si c'était très clair. Je pense que ça mériterait peut-être de faire un focus plus sur le fonctionnement de l'annuaire, que ce soit bien clair, mais je pense qu'on manque un peu de temps là. Peut-être que ça, excusez-moi si je peux intervenir, peut-être que ça peut rejoindre également un phénomène que l'on constate au niveau des données INSEE, où beaucoup d'entreprises qui déclarent plusieurs sirettes au même nom et à la même adresse. Pour des questions aussi peut-être fiscales, juridiques, et on peut les distinguer par les secteurs d'activité. Un cas qui est assez fréquent, c'est dans la grande distribution, à la même adresse, on peut avoir une marque pour l'activité d'hypermarché et même nom, même adresse pour la distribution de carburant. Donc, il faut faire très attention quand on choisit un sirette duquel on parle. Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, il y a une autre question dans ce même registre, hein, je l'affiche à l'écran. On a évoqué le fait de créer de nouveaux champs dans les systèmes, hein, les ERP, c'est incomptable. L'ID d'adressage sera donc une nouvelle donnée. Est-ce qu'il faudra prévoir un multi-choix car les clients peuvent choisir différents identifiants en fonction de leur activité? Est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus, Bertrand? Oui, alors après, il y a plusieurs possibilités pour faire ça. La plupart du temps, ce que font les clients, puisqu'en fait, très clairement, la ligne d'annuaire et l'adressage, c'est un champ adresse comme un autre. Donc, quand les clients ont dans leur ERP des champs d'adresse vides, généralement des champs disponibles qui sont peu renseignés, ils passent par ce champ qui est déjà existant. Quand il n'y a pas de champ existant, il faut généralement créer un. Après, pour répondre à la question qui a l'air d'être plus sur le fait qu'un client puisse avoir plusieurs lignes, là encore, il y a différents choix possibles. Nous avons il est possible de dupliquer le client si on ne peut pas faire autrement, ou alors il va falloir avoir plusieurs champs par client pour stocker ces différentes lignes d'adressage. Oui. Une question sur l'API. Il semblerait qu'une API soit disponible pour la mise à jour des données. Alors ça, je pense que c'est dans l'annuaire du PPF. Est-ce que tu as des éléments là-dessus, Bertrand? Alors, il y a plusieurs API. Je ne sais pas de laquelle on parle ici. Il y a une API pour mettre à jour ces données d'annuaire. Exact. Et il y a une autre API aussi qui est censée permettre d'envoyer facilement ces factures à votre PA. Et en fait, c'est une API qui est définie par l'AFNOR, que toutes les PA, enfin, que plusieurs PA s'engagent à reproduire.
et qui permet en fait à une entreprise de changer très facilement de PA, puisque si elle est habituée à fonctionner avec cette API standardisée, en passant d'une PA A à une PA B, en fait, elle n'aura rien à changer puisque ce sera toujours la même API qui sera utilisée avec quelques modifications sur les tenantes, ce genre de choses, les accès, mais ça restera la même API. Très, très clair. Merci Bertrand. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je ne pense pas qu'on pourra répondre à tous. Je suis en navré. Par contre, on prendra les questions et on vous enverra directement par email les réponses. Peut-être un mot pour conclure, 2 choses à vous dire importantes. La première, c'est que vous allez recevoir un lien après cette conférence pour éventuellement réaliser un audit de votre base, si vous le souhaitez. En tout cas, on prend l'engagement de le faire gratuitement pour les 10 premiers répondants. Un audit de votre base fournisseur ou client pour que vous puissiez déjà apprécier le niveau de qualité. Et je conclurai cette conférence déjà par remercier Bertrand et Michel pour votre contribution. C'est agréable d'avoir des sachants et des faiseurs sur ce sujet-là. La réforme, c'est vraiment un sujet crucial et on est en train de vivre un tsunami réglementaire en France. Je pense qu'on le vit tous à plus ou moins de haut niveau. Fluxim, on accompagne les entreprises sur cette thématique depuis maintenant 22 ans. La réforme de la facture, ce n'est pas que français, c'est des sujets mondiaux. Et donc, on fournit à la fois les solutions logicielles, les plateformes agréées, à la fois les équipes de consultants qui sont là pour traduire les éléments de réforme et on travaille aussi sur les données, vous l'aurez compris aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous cherchez des compétences et expertises sur cette thématique. Il est 11h51. Je propose qu'on close cette session puisqu'on avait 45 minutes. Merci encore aux nombreux participants. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires si la conférence vous a plu ou s'il y avait d'autres sujets que vous aimeriez qu'on développe sur les prochaines conférences. En tout cas, très bonne fin de matinée, bon appétit et à bientôt. Merci à vous. Merci à tous et à beaucoup. bientôt. Merci Christophe, merci Michel. Merci.